Monsieur le Président, cher Bogdan, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un bonheur pour moi que d'être ici pour célébrer ce grand arrêt, Alain vient de le qualifier ainsi, qu'est l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire Roumanie contre Ukraine. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Ça a été un honneur pour moi que d'avoir été proposé par Bogdan Orescu, l'agent de la Roumanie, comme juge ad hoc dans cette affaire. Vous me demandez, cher Bogdan, de plancher sur le thème l'arrêt sur la délimitation dans la mer Noire, la perspective d'un juge ad hoc. Vous comprendrez que je sois un peu embarrassé. Je suis, comme Kenneth Keith, tenu par le secret du délibéré. Je suis donc tenu à une certaine discrétion sur le sujet même de notre conférence et je ne sais pas très bien comment m'en tirer. Je me sens un petit peu gêné de ce point de vue-là. Je peux lever un petit coin du voile sous la surveillance attentive de Kenneth Keith guère davantage. Aussi, plutôt que de parler du fond même de notre arrêt, je voudrais vous parler de la fonction de juge ad hoc telle que je l'ai vécue à cette occasion-là et de la manière dont un juge ad hoc peut et doit servir la justice internationale en toute indépendance, tout en ayant été désigné par une des parties au procès. Cet arrêt, on l'a dit, on l'a répété, et à juste titre, a été rendu à l'unanimité, sans opinion individuelle ou dissidente, sans déclaration, y compris par les deux juges ad hoc. Rendu par une Cour internationale de justice, présidée par Rosalind Higgins, grande dame du droit international, et dont c'était le dernier arrêt comme présidente de la Cour internationale de justice. Et la présidente Higgins tenait à cette occasion, je dirais, à marquer de son sceau le droit de la délimitation maritime. Elle a arraché l'unanimité et les conditions solennelles de cet arrêt au forceps, obligeant des juges qui, comme partout, avaient envie d'écrire ceci ou cela dans une opinion individuelle ou dissidente, à déchirer leur copie pour se rallier derrière cette solennelle décision, et elle a bien fait. Je crois qu'aucun d'entre nous qui avions préparé un bout de papier n'a regretté ce sacrifice. Moi-même, nommé juge ad hoc, pour la première fois, ou presque, j'avais été nommé une fois au tribunal international, mais cela ne compte pas, je me trouvais dans une enceinte à la fois que je connaissais bien, puisque le président Bogdan Orescu l'a rappelé, j'avais plaidé devant la Cour internationale de justice, mais dont je n'avais jamais franchi la porte de la salle de délibération. J'étais de ce point de vue-là un peu petit garçon en cette affaire, impressionné par l'ensemble des célèbres juges qui formaient cette auguste juridiction, me trouvant au bout de la table donc de ce point de vue-là, dans une situation tout à fait normale pour moi. J'ajoute que je sortais d'une pénitence de 3 ans qui m'avait été imposée par la directive, l'instruction de procédure numéro 7, qui m'avait interdit pendant 3 ans d'être désigné comme juge ad hoc. Je piaffais un peu l'impatience de trouver cette occasion de siéger à la Cour et j'en étais d'autant plus ému. L'autre juge ad hoc, désigné par l'Ukraine, Bernard Oxman, était un excellent connaisseur du droit de la mer. Il avait participé à la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Il était redoutablement efficace, habile et sympathique.
Je l'avais vu à la manœuvre, d'ailleurs, au tribunal international du droit de la mer, comme juge ad hoc dans l'affaire de la polarisation, ou avec son vis-à-vis, ou plus exactement son complice, disons-le, Kamal Hussein. Ils s'étaient tellement bien arrangés qu'ils avaient fait une déclaration commune des deux juges ad hoc, et que du coup, les juges permanents au tribunal international du droit de la mer ne pouvaient que suivre et n'avaient même pas le droit de s'écarter de ce que les deux juges ad hoc avaient décidé. C'était en quelque sorte un kidnapping du tribunal par les deux juges ad hoc, ceci à l'initiative fort sympathique d'ailleurs de Bernard Oxman. Le profil du juge ad hoc a été défini d'une manière considérée aujourd'hui comme étant le texte de base par Eli Lauterpacht dans l'affaire Bosnie contre Serbie. Le juge ad hoc, dit Eli Lauterpacht dans son opinion individuelle dans cette affaire, a pour fonction de s'assurer que tous les arguments de la partie qu'il a nommée soient bien pris en considération par la Cour internationale de justice dans son délibéré, qu'ils soient bien examinés sous tous leurs angles et pris en considération. Puis, dans une seconde phase, le juge ad hoc, Kenneth Keith le rappelait, juge indépendant ayant prêté serment à cet égard, reprend totalement son indépendance et juge uniquement en conscience, en oubliant en quelque sorte qu'il a été désigné, en l'espèce, moi, par la Roumanie. C'est la conception qui est aujourd'hui assez largement acceptée. Je dirais c'est la théorie, ce n'est pas tout à fait la réalité. Et je trouve pour ma part que cette théorie recouvre une réalité tout de même plus complexe. En fait, dans mon expérience de juge ad hoc, car j'ai siégé à plusieurs reprises, on le rappelait, dans différentes instances, comme juge ad hoc, j'ai vu, et je vois des juges ad hoc dans nos affaires à Hambourg, j'ai vu une grande variété de positions entre les différents juges ad hoc, de conceptions entre les différents juges ad hoc. Certains juges ad hoc considèrent que leur rôle est de représenter la partie au sein même du délibéré et d'en épouser toutes les thèses, toutes les démonstrations et de s'en tenir à cela. C'est souvent le cas d'ailleurs des magistrats de l'ordre interne qui peuvent être désignés pour siéger dans une affaire internationale, voire de professeurs qui ne sont pas des familiers de la Cour internationale de justice et de son petit milieu et qui viennent continuer la plaidoirie en quelque sorte à l'intérieur de la salle du délibéré. C'est un choix que je comprends fort bien de la part des États. Les parties sont assurées de pouvoir compter sur leurs juges, assurées d'avoir au moins une voix en leur faveur, ce qui peut être important, assurées d'avoir une opinion, souvent dissidente, qui déclare que la Cour a eu tort et qu'elle aurait dû faire l'inverse. Ce sont des éléments politiquement importants et qui peuvent être utiles dans certains cas. C'est donc un choix qui peut être un choix raisonnable. Je prendrai d'ailleurs un exemple récent et malheureux auquel j'ai été associé dans l'affaire Nicaragua contre Colombie, où si la Colombie avait décidé dès le départ qu'elle rejetterait tout arrêt qui ne lui donnerait pas intégralement raison, je trouve qu'elle aurait dû choisir un juge ad hoc de ce premier modèle et qu'elle aurait eu au moins une voix pour elle, une opinion disant que la Cour ne comprenait rien au problème, et sans doute elle s'en serait mieux tirée que dans cette situation où elle a, je dirais, encouragé en quelque sorte la Cour et les juges ad hoc à travailler d'une manière différente pour ensuite rejeter violemment le résultat. Surtout ceci
en matière de délimitation maritime, où l'on sait qu'aucune cour, aucun tribunal n'a jamais entièrement donné raison à une partie ou à l'autre, en raison même des incertitudes qui subsistent dans le droit de la délimitation maritime, malgré les affirmations de mon ami Alain tout à l'heure. Mais tu n'as pas dit ça, mais tu l'as quand même plaidé, si je puis dire. Mais un juge ad hoc de ce premier style, portant la parole de la partie dans le délibéré, est un juge ad hoc qui, en même temps, se met hors jeu dans le délibéré, bien entendu. À partir de ce moment-là, il ne pèse plus dans la discussion. Par son attitude, il s'écarte en quelque sorte. Il ne se trouve plus dans le cadre du délibéré lui-même. La Cour l'écoute poliment, puis ensuite passe aux choses sérieuses. Deuxième profil, celui du juge ad hoc totalement indépendant, qui n'hésite pas à voter en conscience contre la position de la partie qu'il a nommée. C'est très rare, on cite surtout le cas de Suzanne Bastide, qui est restée dans l'histoire. Je n'en vois guère d'autres, et je n'ai jamais vu dans ma propre pratique de juge ad hoc de ce type. Les juges nationaux permanents, c'est autre chose. Eux votent parfois contre l'état de leur nationalité, mais le juge ad hoc qui a été choisi par une partie, je ne l'ai jamais vu prendre systématiquement position, je dirais, à la sortie contre l'état qu'il a donné. Je pense que, cela dit, la plupart des juges ad hoc qui sont nommés siègent en toute indépendance, mais je crois aussi qu'ils ont un devoir vis-à-vis de la partie qui les a nommés qui va au-delà de la thèse de Sir Eli Lauterpacht, au-delà de la thèse de la simple prise en compte des arguments avancés. C'est, au fond, ce que j'appellerais une doctrine Lauterpacht plus. C'est celle à laquelle j'adhère, mais c'est celle que j'ai aussi observée chez la plupart de mes vis-à-vis juges ad hoc siégeant dans la même affaire que moi. Et l'explication en est simple, en tout cas pour ma part. Moi, je n'accepterai pas d'être nommé juge ad hoc dans une affaire où je n'aurais pas au départ une certaine sympathie pour la cause de l'État qui m'a proposé et une certaine confiance en la valeur des arguments juridiques qui sont ceux de la partie qui m'a nommé. Alors ça ne veut pas dire que je voterai en tout état de cause pour tous les points concernant l'État en question. Cela ne veut pas dire que je reprendrai à mon compte l'ensemble des arguments qui ont été plaidés par l'État qui m'a désigné. Bien au contraire, je dirais, puisqu'à mon avis, une des fonctions importantes du juge ad hoc, c'est de faire le tri. C'est de trier dans les arguments qui sont avancés et d'abandonner ceux qui ne valent rien, même s'ils ont été plaidés avec talent, pour ne retenir que les arguments qui sont des arguments importants, décisifs dans le progrès du délibéré. Et je crois que de ce point de vue-là, il est important que le juge conserve sa totale indépendance dans ce choix et dans ce tri. Par ailleurs, le juge ad hoc joue un rôle, et un rôle qui n'est pas sans intérêt, dans la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Et je crois que de ce point de vue-là, la sensibilité des juges ad hoc, justement parce qu'ils ont été nommés par les deux États en litige, à la recherche d'une formule, d'un arrêt applicable, acceptable, est d'autant plus forte, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, où les deux juges ad hoc avaient en quelque sorte un intérêt pressant à ce que le litige soit finalement décidé et ne rebondisse pas par ailleurs, et pousser de ce fait les deux, la Cour
à prendre une décision ou telle disposition de détail permettant de faciliter l'application de la décision juridictionnelle qui devait être prise. Alors, cette attitude que je viens de définir, ce n'est pas simplement une attitude initiale, comme celle préconisée par Elie Lauterpacht, ça se traduit tout au long du délibéré. Et je voudrais ici prendre un exemple qui touche à notre affaire, c'est celui du choix des points de base, dont nous avons, qui a déjà été évoqué, le choix des points de base dans l'affaire de la mer Noire. La Cour s'en explique. Vous vous en souvenez sans doute dans cette partie de l'arrêt où elle déclare qu'il s'agit d'un choix purement objectif dans la première phase de la décision, de choisir ces points en prenant en compte le caractère protubérant et visible des points de base, reflétant la direction générale de la côte. Je ne me souviens plus exactement de la formule de la Cour. Elle est forte. Et je prendrai ici l'exemple de la digue de Sulina. La digue de Sulina a été choisie comme point de base. Les deux parties étaient d'ailleurs d'accord sur le choix du point de base qui est celui de la digue de Sulina. Ils étaient même d'accord pour dire qu'il fallait choisir ce point de base au bout, à l'extrémité de la digue de Sulina. Ce n'est pas ce qu'a fait la Cour, vous le savez. Elle a choisi comme point de base le point de départ de la digue sur le territoire terrestre et non pas le point d'arrivée, 5 km au large en mer. Le motif de la décision, sa base légale, incontestable, on le voit bien, la Cour a voulu éviter que des constructions artificielles, des projections d'installations artificielles en mer n'influent de manière abusive sur le tracé d'une ligne d'équidistance et donc sur la ligne de délimitation elle-même, avec une distorsion du tracé à cette occasion-là. Impeccable. Deux observations complémentaires cependant. Dans cette affaire, on l'a rappelé, il n'y avait pas de circonstances pertinentes. Pas de circonstances pertinentes permettant l'ajustement ultérieur de la ligne d'équidistance provisoire. Il fallait donc que celle-ci, puisqu'elle n'était probablement pas provisoire, fût équitable du premier coup. Il fallait qu'on tombe juste, puisqu'on ne pouvait plus rien changer ensuite. Deuxième observation, calculer le tracé de la ligne d'équidistance en comparant sa construction selon que l'on choisit le point de départ ou le point en mer à 5 km. La différence s'amplifie évidemment, plus on va au large, elle est sensiblement différente. Le résultat n'aurait pas été le même. Vous ne pouvez pas empêcher un juge ad hoc d'intégrer cette réflexion dans son raisonnement, ou un juge d'ailleurs en général, d'intégrer cette réflexion dans son raisonnement. Même s'il est essentiel de fonder la décision sur le motif légal justifié, celui que je viens de donner auparavant. Mais il y a là un élément qui, dans les motivations des uns et des autres, et c'est très difficile de savoir ce que pense une cour. Une cour, c'est pas une pensée, c'est 17 pensées différentes dans une affaire comme celle-ci, mais c'est un facteur qui, je pense, a pu jouer. Dernière remarque sur le rôle du juge ad hoc dans la construction d'une décision unanime. Ça a été le cas dans Roumanie-Ukraine, nous l'avons dit. Certes, dans cette affaire-là, le rôle de Rosalind Higgins a été essentiel pour parvenir à cette unanimité, mais il faut le dire, je crois que ce n'est pas trahir le secret du délibéré, avec la collaboration active des deux juges ad hoc, pour parvenir à une solution acceptable par l'ensemble de la Cour, mais surtout acceptable par les deux parties, et de ce point de vue-là, on s'est pas mal débrouillé.
ceci n'est pas toujours possible. Encore faut-il que le litige s'y prête. Certains litiges sont trop difficiles politiquement ou juridiquement pour parvenir à rassembler une unanimité. De plus, il faut que les deux juges soient d'accord. Les deux juges ad hoc, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des profils différents, et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'essayer. Mais je note dans l'évolution de la jurisprudence, et en particulier de la jurisprudence de la délimitation, qu'elle soit terrestre ou maritime, de plus en plus de décisions rendues à l'unanimité ces dernières années, que ce soit à La Haye ou que ce soit à La Haye ou à Hambourg. L'arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire de la délimitation maritime de la mer Noire en est évidemment l'illustration la plus superbe. Je suis heureux d'avoir pu, avec mon ami Bernie Oxman, contribuer à ce résultat. Merci.